Hong Kong, ville trépidante. Tard dans la nuit, la police reçoit un appel urgent, un braquage de banque. Une bande mystérieuse a forcé un coffre-fort, mais voilà le hic. Après vérification, ils se rendent compte qu'un seul coffre a été touché, et tenez-vous bien, il ne contenait ni or ni diamant ni rien de ce genre. Ce n'était qu'un simple carnet rempli de codes. Le propriétaire de la boîte est furieux. Pourquoi? Parce que ce carnet contenait la moitié de son mot de passe cryptographique. La moitié? Maintenant, avec cette moitié de la clé entre de mauvaises mains, plus de 500 millions de dollars de crypto-monnaie risquent de disparaître comme par magie, mais transférer ce genre d'argent, ce n'est pas comme faire un virement, c'est compliqué, et cela nous amène à notre prochaine cible, les sociétés de gestion d'actifs numériques. Imaginez un coffre-fort numérique pour la musique crypto situé au 4e étage d'un immeuble quelconque. Elles détiennent l'autre moitié du mot de passe, la musique, ainsi que des actifs numériques pour d'autres clients importants. Les voleurs s'introduisent donc dans le système, ils fouillent la base de données et tombent sur une véritable mine d'or, le mot de passe d'un milliardaire légendaire. Cet homme était le PDG de la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies de Kuala Lumpur. Il a détourné la coquette somme de 1,5 milliard de dollars en crypto-monnaie et a disparu. Plus tard, on l'a retrouvé mort à Macao dans des circonstances plus que suspectes. La rumeur court qu'il aurait simulé sa mort car ces 1,5 milliard de dollars n'ont jamais été retrouvés. Jusqu'à présent, personne ne s'en doutait, mais tout cet argent disparu était là à portée de main. Simon, leur informaticien, décide alors de rester une minute de plus pour recopier l'intégralité de ce fichu mot de passe. Le problème, la police arrive dans 5 minutes. Leur plan initial était un coup rapide de 3 minutes. Une minute de plus est donc très risqué. Rester, c'est risqué de se faire prendre, mais le reste de la bande est surexcité par le butin potentiel et est d'accord avec Simon. Loan, le chef de cette jeune bande, sait qu'il ne peut pas les arrêter, alors il décide de rester pour les couvrir. Les flics arrivent pile devant la porte. Loan crie à l'équipe de déguerpir. Ils synchronisent parfaitement leurs actions, sautent dans l'ascenseur pour s'enfuir au bout du couloir et paf, ils tombent nez à nez avec les flics. Le plus incroyable, c'est que les policiers ne les auraient même pas reconnus. Simon, le génie de l'informatique, avait remplacé toutes les images des caméras de sécurité par de fausses photos de sorte que leur visage n'apparaissait pas sur les caméras. Mais à ce moment précis, un employé de l'entreprise qu'ils viennent de braquer appelle la police et donne une description détaillée des braqueurs et de leurs vêtements. Les policiers comprennent immédiatement qu'ils se sont fait avoir et se lancent à leur poursuite. Prio piège, les braqueurs paniquent et se précipitent dans l'ascenseur, prenant un policier en otage. Normalement, prendre l'ascenseur, c'est une impasse. C'est comme tomber dans un piège car toutes les sorties sont condamnées. Ils seraient fichus, mais là ça devient incroyable. Ils se mettent littéralement à voler. Il s'avère que ces gars-là avaient préparé des parachutes. Ils débarquent sur le toit et sautent. Les policiers ne peuvent que les regarder s'éloigner incrédules. Toute la bande ouvre le feu et atterrit en plein sur le toit d'un casino voisin. La police débarque à leur poursuite, mais grâce à un travail d'équipe exceptionnel et à un changement de vêtements ultra rapide, ils disparaissent dans la foule. Après ce fiasco, le millionnaire en crypto-monnaie qui a perdu ses 500 millions de dollars est furieux. Il hurle sur les policiers, il perd complètement le contrôle. Tout a disparu, 500 millions de dollars plus aucune trace. Le chef de la police est sous pression, dans ce monde ultra connecté. Ils ne peuvent rivaliser avec les compétences techniques de ce gang, leurs systèmes de sécurité sont fragiles comme des coquilles d'œufs face à ces hackers. À chaque moment crucial, les caméras de surveillance sont soit remplacées, soit hors service, soit elles diffusent de fausses images les induisant en erreur. Alors, face à l'échec des technologies modernes, leurs supérieurs leur ordonnent de revenir aux fondamentaux, le bon vieux travail de police traditionnel. Après tout, les policiers ne résolvaient-ils pas les crimes avant l'avènement de toutes ces technologies sophistiquées? Cette remarque fait germer une idée. Il décide de faire sortir de sa retraite une véritable légende de la police. Chiu est chargé de suivre cette légende. Le chapitre des légendes est désormais clos. Il mène une retraite tout à fait ordinaire. Xiao n'imagine pas comment ce retraité si banal puisse être une légende jusqu'au jour où, après avoir filé le vieil homme toute la journée, la légende s'assoit soudainement devant lui, révèle son identité et met en lumière toutes les failles de sa surveillance. Il semblerait qu'une légende ne perde jamais vraiment la main. Et voilà, De Jong est de retour. Il réintègre l'équipe de police et se met à visionner les enregistrements des caméras de surveillance du braquage. Il cerne rapidement les caractéristiques musicales de plusieurs suspects et leur attribue un surnom. Les braqueurs sont tous jeunes à l'exception d'un homme plus âgé qui se distingue. Ce vieux monsieur est clairement le cerveau et la conscience morale du groupe. Il connaît tous les itinéraires et l'emplacement des caméras comme sa poche, et son talent pour les esquiver est hors du commun. Du coup, même les caméras corporelles des policiers n'ont pas réussi à obtenir une image nette de son visage. Mais grâce à quelques photos floues prises de côté, De Jong est identifié.
À la fin des années 80, un criminel recherché surnommé le bandit fantôme était recherché. Cet ancien officier du renseignement étranger retraité de l'armée avait fait partie d'une unité spéciale d'assassins aujourd'hui disparus. Maître du déguisement et redoutable combattant au couteau, il s'est finalement installé à Hong Kong et à Macao où il a planifié plus d'une douzaine de braquages de banques. La police a lancé de nombreuses opérations pour l'arrêter, mais il a toujours réussi à s'échapper, disparaissant mystérieusement en 99. Personne ne s'attendait à le revoir, cet homme vieux et fragile. Pendant ce temps dans leur repère, Longchamp est furieux. Il déchaîne sa colère sur Simon. Tu n'as rien vu, on a failli se faire choper tous autant qu'on était. Pendant des années il n'a jamais été vu par la police, mais la décision de Simon a mis tout le monde en danger. Ils ont failli tous être identifiés. Mais Simon ne pense pas avoir mal agi, il croit simplement que l'âme vieillit, perd son courage et ne veut plus tout risquer. Simon réplique et l'arme le roue de coups. Les autres membres de l'équipage interviennent pour mettre fin à la bagarre. Longchamp est encore plus furieux, il a l'impression que ces jeunes gens contestent son autorité. Dans sa rage, il sort même un couteau prêt à tuer Simon une fois de plus. Les autres se précipitent pour le retenir, tentant désespérément de le freiner. Même Young, d'ordinaire la plus obéissante, essaie de le maîtriser. Elchamp se persuade que ces jeunes ont pris la grosse tête et qu'ils ne le respectent plus. Une fois adultes, ils ont toujours leur propre idée. Xiao est l'une des rares femmes officiers du commissariat. Elle a toujours voulu être en première ligne, mais son manque d'expérience et sa force physique ont conduit les officiers masculins à la mépriser. Tout le monde la considère comme le porte-bonheur de l'équipe. Son père était lui aussi inspecteur de police et est mort en service. Aussi, une fois adulte, elle a facilement intégré les forces de l'ordre, héritant du matricule de son père. Ses supérieurs respectaient ce dernier et lui accordaient donc un traitement de faveur. Dans les articles promotionnels, ils la mettent intentionnellement en avant pour créer des histoires touchantes, mais personne ne la prend vraiment au sérieux. De Jong a réintégré la police et souhaite former une équipe de surveillance. Leur mission: se fondre dans la masse, se faire passer pour des gens ordinaires, enquêter secrètement et traquer cette équipe de braqueurs. Xiao veut intégrer l'équipe, impatiente de passer à l'action et de faire ses preuves, mais les autres se moquent d'elle, lui conseillant de se contenter de la surveillance pendant qu'il s'occupe de l'arrestation des criminels. Furieuse, Xiao se dispute immédiatement avec le collègue qui vient de l'insulter. Dang, voyant sa frustration, lui adresse quelques mots de réconfort. Xiao se confie entièrement. Ici, personne ne croit qu'une femme puisse être la première à foncer. Pendant ce temps, l'âme sent que les jeunes hommes sous ses ordres commencent à avoir des idées différentes. Il teste intentionnellement Young. As-tu déjà songé à me renverser, à prendre ma part et à la partager entre eux? Young n'a aucune intention de trahir l'âme. Il a toujours été loyal et honnête et il travaille avec Longchamp depuis si longtemps que leur relation est plus étroite que celle de n'importe qui d'autre. Il a toujours considéré Longchamp comme un père pour lui. Ses enfants étaient tous orphelins. À l'époque, ils ont tous survécu grâce à l'argent que Longchamp a volé et qu'il utilisait pour s'occuper d'eux. Il se rend compte qu'élever des enfants est difficile quand ils grandissent, mais Longchamp comprend parfaitement, car il était comme Simon à son époque, talentueux, arrogant et réfractaire à toute forme d'autorité. Sentant la tension monter, il dit à Young qu'il n'a plus besoin de venir s'occuper de lui. Il a besoin d'être seul un moment. Pendant ce temps, De Jong a constitué son équipe de surveillance. Les personnes qu'il a choisies sont toutes d'apparence banal et des officiers qui n'ont jamais eu affaire à ce gang. Xiao Zhu fait également partie de l'équipe. Cependant, alors que tous les autres sont chargés d'agir, elle est condamnée à patrouiller quotidiennement avec Zhang. Son travail consiste simplement à lui acheter de l'eau et à manger. Cela rend Xiao Zhu extrêmement frustrée. Elle a l'impression que De Jong la met de côté, sous-estimant ses capacités. Ce jour-là, alors qu'elle passait en voiture devant une petite ruelle, malgré sa mission de surveillance, elle aperçut une bande de voyous harcelant des passants. À cet instant, son instinct héroïque se réveilla et elle ne put s'empêcher de se jeter dans la mêlée pour affronter les malfrats. De Jong est furieux qu'elle ait désobéi aux ordres, mais il finit par intervenir pour l'aider. De retour dans la voiture, il ne peut s'empêcher de parler à Xiao de son passé musical. En réalité, un gros malentendu les oppose. Ils se connaissent depuis longtemps. Il y a des années, le père de Xiao et lui étaient collègues et associés, mais lors d'une mission de surveillance, De Jong a repéré un trafiquant d'êtres humains dans la rue. Il aurait dû dissimuler son identité de policier, mais il n'a pas pu s'empêcher de tenter d'arrêter le trafiquant de musique. Leur couverture a été compromise. Le père de Xiao Xu, pour le protéger, a été abattu. Cet incident a appris à De Jong à toujours obéir aux ordres. À ces mots, les yeux de Xiao se sont embués. C'est la première fois qu'elle apprend la cause du décès de son père et elle prend enfin conscience de ses propres erreurs. À ce moment précis, la voiture passe devant un marché. Pendant une fraction de seconde, ils aperçoivent soudainement une silhouette familière. Attention à toutes les unités, attention à toutes les unités, le fantôme a été repéré.
Longshang est effectivement très doué pour éviter les caméras, celles du marché sont incapables de le filmer de face, pour confirmer son identité ils ne peuvent que se fier à l'équipe de surveillance qui le reconnaît de visu. Quelques personnes s'approchent prudemment craignant d'alerter Longshang, les autres membres de l'équipe ont déjà été aperçus par lui ces derniers jours, s'approcher de trop près éveillerait sans aucun doute les soupçons de Longshang, et la seule personne présente sur les lieux que l'âme n'a jamais vue, la seule qui n'ait jamais été repérée est Xiao Xu. Des hommes confient cette mission cruciale à Xiao Xu. Xiao Xu s'approche prudemment mais n'ose pas regarder l'an directement, elle fait semblant de chercher quelque chose qu'elle a laissé tomber par terre et se fie à son reflet dans une flaque d'eau sale. Elle aperçoit le visage de l'an et confirme qu'il est bien la personne qu'il recherche. Aussitôt après ils le suivent jusqu'à son domicile, mais l'immeuble où habite l'an compte de nombreux résidents, ils parviennent seulement à déterminer dans quelle partie de l'immeuble il réside sans pouvoir localiser précisément son appartement. Parmi des centaines de foyers, il est crucial que la musique permette d'identifier l'étage et le numéro de chambre de l'âme. À ce moment critique, Xiao se porte volontaire pour accomplir cette tâche difficile. Elle suit Longshang dans l'ascenseur, mais l'âme commence déjà à se méfier de la jeune fille qui rôde autour de lui depuis un moment, plus précisément lorsque Xiao porte inconsciemment la main à son oreille pour communiquer avec ses coéquipiers. L'âme remarque le geste, il sent que quelque chose cloche chez cette fille et sort discrètement son couteau. Heureusement à ce moment précis Dong remarque quelque chose d'inhabituel et l'essuie, il se fait passer pour le père de Shaya-Ju la réprimandant bruyamment pour son obsession des rendez-vous amoureux et des belles apparences et lui retire nonchalamment sa boucle d'oreille. Voyant que Xiao-Ju porte une boucle d'oreille et non une oreillette, l'âme baisse momentanément sa garde et range son couteau, cependant il n'est toujours pas entièrement convaincu. Des hommes appuient alors rapidement sur le bouton du dernier étage, le 25e, lorsque l'ascenseur arrive il en tire Xiao de force. À ce moment la Xiao est en sueur terrifiée, ne sachant que faire ensuite. Dong fait tranquillement la démonstration de son talent de crocheteur, ouvrant nonchalamment la porte d'un appartement au hasard et y entrant. À ce moment la lame dans l'ascenseur les voit entrer et sort enfin soulagée. Cette nuit la police utilise des caméras infrarouges pour surveiller l'âne et découvre qu'il est assis sur le canapé en train d'éclater du papier bulle et de fixer un sac d'un air absent. Ne remarquant rien d'inhabituel, tout le monde s'en va laissant des hommes seuls dans l'immeuble se faisant passer pour le voisin de Longshang. Le lendemain des hommes suit Longshang au marché pour tenter de se lier d'amitié avec lui. Longshang l'interroge sans cesse pour le tester mais des hommes esquive habilement ses questions. Il invite même Longshang à dîner chez lui, pendant le repas. Xiao se fait passer pour la fille de Dong et ne laisse presque rien paraître. Elle utilise même une astuce sophistiquée pour copier les données du téléphone de Longshang posé sur la table, mais cette même nuit au moment où l'on s'en va, un individu mystérieux vêtu de noir fait irruption chez des hommes et l'attaque au couteau. À ce moment la Xiao a terminé son service et est partie laissant des hommes seuls à la maison. Les caméras de surveillance de la police ont été remplacées par Simon, heureusement des hommes est doué en arts martiaux et parvient à tenir tête à l'agresseur masqué. Au même moment Xiao, après un moment de réflexion, décide de retourner au commissariat pour remettre le téléphone copié. Tout le monde découvre que sur les images de vidéosurveillance Xiao est toujours dans la maison et ils comprennent immédiatement que la caméra présente un problème. Au moment où la police s'apprête à partir, Simon informe l'assassin de Dong. Ce dernier, exaspéré, saute par la fenêtre pour s'échapper. Il s'avère qu'ils avaient découvert l'identité de Dejong et de Xiaoju dans la police mais qu'ils ne l'avaient pas dit directement à Lan. La police réalise que Lan n'a pas fui, il ignore donc que la police a tendu un piège juste au-dessus de lui. Ils en déduisent qu'il y a eu une scission au sein du groupe criminel. Ils soupçonnent peut-être aussi que la police voulait utiliser Lan pour capturer tout le gang, puisque Lan sert d'appât, la police ne le touchera pas pour le moment. La tentative d'assassinat contre Dong n'était qu'un test. Ils voulaient semer le chaos pour profiter de l'occasion et libérer Longshang, mais maintenant que leur plan a échoué, ils vont certainement passer à l'action. Par ailleurs, Simon commence à recruter davantage de mercenaires en ligne pour s'emparer d'un coffre-fort numérique. 3 jours plus tard, l'âme sort soudainement et l'équipe de la police criminelle se lance immédiatement à sa poursuite. Soudain, la voiture de Dejong et Xiao est prise en embuscade. Juste au moment où elle passe devant le portail principal du commissariat, elle est percutée de plein fouet. L'assaillant sort du véhicule et tire à l'aveuglette. Les renforts de police arrivant sur les lieux sont pris par surprise. Dans la confusion, de nombreux policiers tombent. Xiao a la chance de survivre à l'accident. Elle est la première à se réveiller et tente de réveiller Dejong, mais l'un des malfrats découvre qu'elle est encore en vie et essaie aussitôt de lui tirer dessus. À nouveau, par chance, Xiao réagit à temps, s'empare de son arme, sort de la voiture et neutralise plusieurs d'entre eux.
Elle traîne ensuite Daejom dans un endroit sûr. À ce moment-là Daejom parvient également à se réveiller, il fait part de ses hypothèses à Xiaoxu. Il y a quelques caractères en braille sur le sac poubelle jeté par El Chang, ils doivent les signaler au service de renseignement pour décoder les informations cachées à l'intérieur. Pendant ce temps l'âme retourne directement à l'orphelinat. Contre toute attente un groupe d'assassins les attend. Il s'avère que Simon a décidé de l'éliminer cette fois-ci car il ne veut pas que El Chang tombe entre les mains de la police et finisse par enquêter sur ses frères. De plus selon Simon l'âne est trop vieux et dépassé. Surtout il est persuadé que si l'an est arrêté il les dénoncera sans hésiter car l'âne a toujours été impitoyable et sans cœur. Cependant Simon a sous-estimé l'an avec ses préparatifs, des centaines de poursuivants et d'hommes l'encerclant ne font toujours pas le poids face à lui. Une fois tous les assassins neutralisés une autre personne apparaît devant Lan, voyant Yuang l'enfant qu'il a élevé de ses propres mains El Chang ne peut retenir un cri de douleur, il n'aurait jamais imaginé que même Yuang le trahirait. En réalité Yuang n'a jamais voulu tuer Lan le père qu'il a élevé, mais en tant que grand frère il se doit d'assumer ses responsabilités envers son cadet, il prend toute la faute sur lui, Yuang est mon petit frère il a mal agi j'accepte d'en porter la responsabilité, le père et le fils se font face arme à la main. Tous les mouvements qu'il a appris viennent de Lan, pourtant à présent il les utilise pour le combattre. Au début Lan n'a pas le cœur à tuer Yuang se contentant de le gifler sans cesse. Yuang incapable de riposter face à El Chang l'enlace imprudemment et ils sautent ensemble par la fenêtre. Désirant mourir ensemble ils s'effondrent au rez-de-chaussée, dehors la police encercle l'orphelinat, l'âme poignarde Yuang au ventre, jusqu'à son dernier souffle Yuang serre Lan dans ses bras espérant qu'une fois dans la vie il serait le fils biologique de Longchamp. En entendant ces derniers mots Longchamp comprend soudain que Yuang n'avait peut-être jamais eu l'intention de le tuer, son expression change mais il est trop tard. À cet instant Simon observe la scène à travers la caméra, voyant son frère aîné mourir il appuie douloureusement sur le détonateur bien décidé à réduire Longchamp en miettes, mais au moment décisif Longchamp utilise le corps de Yuang pour se protéger de l'explosion. Après l'explosion la police se précipite dans l'orphelinat et retrouve l'âme sous les décombres. Longchamp se dit prêt à coopérer pour arrêter le groupe criminel. Au commissariat les assaillants du quartier général sont également appréhendés. Un groupe de mercenaires uniquement motivés par l'appât du gain travaille dans l'orphelinat. La cible des mercenaires était de 10 milliards de dollars d'argent sale. Cet argent était utilisé par la police comme espace de stockage pour un projet numérique gouvernemental, ils n'avaient pas le mot de passe et ne pouvaient donc pas y accéder. Simon et sa bande quant à eux avaient obtenu le mot de passe. Tous leurs efforts pour s'introduire dans le commissariat visaient à voler ce compte de crypto-monnaie sur le serveur, et maintenant ils ont réussi. À ce moment-là Simon réalise soudain que l'âne est si fort qu'il ne peut être assez désorienté pour ne pas reconnaître la police. Pourtant il jouait encore le jeu avec eux peut-être pour les aider à attirer leur attention, mais maintenant il est trop tard pour comprendre que l'âme n'était pas confus et n'avait aucune intention de les dénoncer. La police utilise le système de géolocalisation des véhicules suspects et détermine qu'ils ont probablement changé de voiture pour se rendre à un hôtel. Immédiatement les policiers se rendent à l'hôtel et effectivement ils appréhendent certains des criminels. Cette fois leur déguisement dont ils étaient si fiers se révèle inutile face à l'équipe de surveillance spécialement entraînée. Cependant au son de la musique Longchamp assomme les policiers qui l'escortent et parvient à s'échapper. Au même moment Simon arrive à la gare. Un jeune policier qui le suit depuis le début s'apprête à l'arrêter lorsqu'il est soudainement poignardé. Immédiatement après il sent son artère fémorale se rompre et la douleur devient insupportable. Celui qui l'a attaqué n'est autre que Longchamp. Après avoir tué le policier il poursuit Simon et poignarde à mort son fils adoptif. À ce stade ses fils adoptifs ont presque tous été exterminés. Bien qu'il ait réussi à s'échapper il ne connaît rien à la monnaie numérique ni à la manière de la transférer. El Chang décide de tenter le tout pour le tout en utilisant les méthodes des hantants. Il menace directement un riche homme d'affaires et exige 10 millions en espèces en échange de sa crypto-monnaie, ayant ainsi éviter une perte de plusieurs centaines de millions en cédant seulement 10 millions. L'homme d'affaires fou de joie accepte immédiatement, il ne porte pas plainte mais Dong et Xiao ont deviné les agissements de l'âme, ils interrogent l'homme d'affaires et confirment le lieu de la transaction. Au moment de la transaction Xiao Zhu était arrivé sur place en amont pour observer, par conséquent dès l'arrivée de l'âme il s'assoit directement en face d'elle. Xiao garde son calme feint l'ignorance et parvient à gagner du temps jusqu'à l'arrivée des renforts. L'an se bat aussitôt avec Zhang mais ce dernier ne fait pas le poids et manque de peu d'être poignardé à mort. Heureusement Xiao risque sa vie pour retenir Lan craignant l'arrivée d'autres policiers. Lan prend la fuite mais il est piégé. Xiao dirige les forces de l'ordre et le bloque dans un coin de la rue.
Je suis policier Ling, vous êtes en état d'arrestation. Lan est ensuite incarcéré, mais l'histoire n'est pas terminée car Huang et Simon ne sont pas jumeaux mais triplés, cela signifie qu'un autre frère court toujours. Cette personne a directement publié un avis de recherche visant Longchamp sur le dark web. L'incarcération de Longchamp pourrait bien être due au fait qu'il a compris que Simon se cache derrière un autre cerveau. Il souhaite se réfugier en prison pour échapper temporairement à la tourmente. Merci d'avoir regardé.